des vies et des hommes. Isabelle Rupin. On parle de plus en plus d'initiatives originales destinées à créer du lien, à conserver ou à créer du lien entre des personnes qui peut-être pourraient être en situation d'isolement. C'est le cas ici à Antram, où Claire-Emmanuelle et Antoine Soubrier nous accueillent à la Grande Roche à Antram. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la genèse de ce projet ? Oui, donc c'est un projet qu'on réfléchissait depuis une dizaine d'années déjà, avec dans le cœur l'idée d'ouvrir un peu notre vie de famille à des personnes âgées qui souffrent de solitude et d'isolement. Et il s'avère que par un concours de circonstances, tous les feux sont passés au vert il y a 3 ans maintenant, et qu'on s'est installé dans cette grande maison aux portes de Laval, à côté de l'aéroport, à Saint-Joseph-des-Champs, où on a la capacité d'accueillir jusqu'à 5 personnes âgées, dont 3 colocs dans la grande maison et un couple dans la dépendance en face, et avec notre famille au milieu. Donc l'idée c'est de partager des temps en commun tout en respectant l'intimité et la liberté de chacun, avec des espaces de vie qui sont, vous avez à la fois les espaces de vie propres à chacun et les espaces de vie communs comme on peut avoir dans toute colocation. Et c'est comme ça que Thérèse est arrivée chez vous. Alors avant d'aller plus loin, je m'interromps, je profite du passage de François, un de vos 3 enfants, avant qu'ils ne repartent en vitesse, un cours de musique au quotidien. Alors peut-être que Claire-Emmanuelle, Antoine et Thérèse vont nous expliquer davantage le quotidien, mais toi, est-ce que tu ne trouves pas que c'est un peu pesant parfois d'avoir des étrangers à la maison, des étrangers à table aussi ? Non, c'est un peu comme une vie de famille. Parfois, c'est un peu difficile, mais parfois, ça se passe très bien aussi. Et la maison est suffisamment grande pour que chacun puisse vivre comme il veut. Et puis voilà, on partage de belles choses et on construit des choses ensemble. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais, par exemple, s'il fallait dire une belle chose que vous partagez ? Les différences d'âge avec l'expérience de chacun dans certains domaines. Voilà, l'expérience, par exemple. Tu t'enrichis en écoutant ce que Thérèse raconte ? Oui, oui, oui. Ouais. Oui, oui. Et c'est ça, effectivement, Thérèse, quand vous disiez que vous aviez encore des choses à donner, ça fait partie de ça, c'est ce témoignage de votre vie, de vos expériences ? Je n'y avais pas particulièrement pensé. C'était plus sur Saint-Joseph, près des personnes âgées, parce que c'était pas. J'envisage vraiment d'y aller ultérieurement. Quand vous ne pourrez plus rester ici. Voilà. Mais donc, pour l'instant, vous êtes investi dans cette EHPAD ? Comme bénévole, mais enfin, je reviens à la famille, qui est quand même une famille exceptionnelle, hein, je dois dire. Et les jeunes, la présence des jeunes est tout à fait porteuse de joie et de jeunesse, finalement. C'est normal. Oui, ça donne un souffle de vie. Tout à fait. Et surtout avec l'amour de la musique que François nous communique. Hein. C'est... Parce que je crois qu'effectivement, on ne l'a pas précisé, mais François est virtuose de piano. Tout à fait, et d'orgue. Enfin, ses parents en parleraient plus, mais je crois qu'il passe le 3e cycle du Conservatoire de Laval. Thérèse, je n'ai pas précisé, mais donc vous êtes colocataire ici à la Grande Roche depuis le mois de septembre. Vous êtes originaire du nord de la France et à 81 ans, si je ne me trompe pas, vous avez tout quitté pour venir ici. Je crois qu'en fait, c'est un petit peu la proximité d'ailleurs avec le sanctuaire et l'EHPAD Saint-Joseph qui a compté vraiment dans ce choix. Donc, ça veut dire vous partagez les joies de la famille. Tout à fait. Ah oui, je suis très près. Par exemple, Anne-Emmanuelle cette semaine, qui a un gros travail artistique à terminer pour lundi. Et vraiment, je pense à elle comme si elle était ma fille. Et justement, si on parle de vos enfants, ils ne prennent pas ombrage de cette proximité que vous avez pu développer avec Claire-Emmanuelle et Antoine ? Pas du tout. Je trouve qu'au contraire, ils sont ravis que j'ai pu m'affirmer pour ce 4e âge comme cela et être autonome et décider de ma vie enfin. Parce que quand on est marié, vous savez, on dépend beaucoup du mari. Alors je ne voulais pas défendre. Je voulais être libre, enfin faire un choix par moi-même. Ce qui a amené les enfants à, j'allais dire entre guillemets, m'admirer d'une certaine façon. Oui, mais c'est vrai qu'effectivement,
Parfois, il est plus facile peut-être de subir et de rester là où on est que de s'organiser pour faire un choix différent, même si c'est un choix pour un mieux-être. Et sans doute, peut-être que ça les rassure aussi de savoir que vous êtes entourés. Oui, et certains sont venus jusqu'ici et ils sont repartis très apaisés, ravis de me voir dans ce beau contexte et si bien entourés. Claire, Emmanuel et Antoine, ce que vous entendez de ce que dit Thérèse, c'est extrêmement positif. Ça veut dire le pari que vous vous êtes lancé il y a donc à peu près 10 ans, si j'ai bien compris que l'idée a commencé à germer, il est réussi. Oui, mais moi je dirais en partie, parce que c'est une histoire qui continue de s'écrire. Et dès le début, on s'était dit, en fait, on avait commencé à écrire il y a 10 ans le projet, et dès le début, on s'était dit, on va laisser une page blanche pour continuer à l'écrire avec les personnes qui vont venir habiter ici. Et ce qui est le cas aujourd'hui avec Thérèse, qui sera le cas avec, on a une deuxième coloc qui devrait potentiellement arriver là, courant juin. Et ce qui va Pardon, je me s'écrire. permets de vous interrompre. Je crois que c'est suite à une émission que vous aviez déjà faite sur Radio Fidélité Mayenne que... Exactement, c'est ça. Une personne qui a entendu l'émission et qui, en l'écoutant, s'est dit c'est là que je veux vivre. Donc c'était assez touchant aussi de voir que ça répond aussi à un besoin. Ça, on en est convaincu, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident je pense, de se faire ce genre de projet de vie à cet âge-là. Et que s'il n'y a pas cette conviction qu'on y est appelé et que c'est là qu'on va pouvoir s'épanouir. On le voit bien, on a beaucoup de personnes qui viennent ici, que ce soit pour partager des temps avec la coloc, des repas, jouer, venir juste faire une visite. Et ça participe aussi au projet, cette ouverture à l'extérieur, de permettre à des personnes, sans forcément venir habiter ici, de venir sortir un peu de leur isolement en sachant qu'ici, ils seront les bienvenus. Et, et de ce fait, je pense que c'est des choix de vie qui nécessitent que ça arrive au bon moment de sa vie. C'est pas évident non plus. Ça nécessite effectivement de faire des choix de vie, de quitter sa maison, de quitter aussi une partie de ses affaires. Et donc voilà, il faut accepter ce détachement pour retrouver ensuite quelque chose. Voilà, moi je continue de dire que c'est pas parce que vous avez 70, 80 ans que vous n'êtes pas en capacité de vous faire des nouveaux projets de vie. Et j'aime bien ce que dit Thérèse sur le fait que oui, je trouve ça génial qu'à 80 ans on puisse s'embarquer dans une nouvelle aventure et voir cette phase de la vie comme une phase avec encore des possibles, plutôt que de se dire j'arrive au bout et je vais attendre ce bout. Et ben, au contraire, de pouvoir l'assumer et de se dire au contraire, je vais pouvoir rendre service, je vais pouvoir me rendre utile et faire d'autres choses. C'est vrai que je suis sûre que votre témoignage, Thérèse, va donner des fourmis dans les jambes de certains de nos auditeurs qui vont se dire oui, 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 oui. Non, c'est vrai. Je peux encore construire des projets. Et alors, tout ça, c'est un peu de la théorie, c'est aussi du vécu, mais on va rentrer effectivement dans votre quotidien. Comment concrètement ça s'organise, hein. Euh, Thérèse, vous avez ici une chambre. Oui, une chambre, c'est-à-dire 30 mètres carrés, 33 au rez-de-chaussée. Oui, une belle chambre. Oui, et j'ai dû concentrer évidemment l'essentiel. Et ça, c'est extraordinaire parce que quand on reste dans notre maison, il suffit d'un col de fémur cassé. On nous met en maison de rééducation. Et après, on dit oh ben, t'as pas le moral. Voilà. Donc, on nous met tout de suite à l'EHPAD et on n'a rien choisi. Quelques personnes que je connais, vraiment, hein, parmi mes amis, ont quitté leur maison comme ça, suite à un accident, et ne sont jamais revenus, même pour choisir un objet, un souvenir. Les enfants ont vendu la maison et c'est terminé. Et elles sont transplantées à plusieurs centaines de kilomètres de chez elles. Tandis que là, je commence à tisser des liens merveilleux à cette EHPAD de Saint-Joseph. Mais c'est vrai que la violence dont parfois sont victimes les parents, enfin, ou les personnes âgées, pas forcément d'ailleurs par mauvaise volonté des enfants hein, qui croient bien faire, mais c'est vrai que c'est quand même une violence qui se fait et dont on doit prendre conscience. Et là, cette maison familiale à la Grande Roche répond à ce choix. Antoine, vous vouliez rajouter quelque chose? Ouais, pour rebondir sur ce que vient de dire Thérèse, pour nous,
C'était un gros point d'interrogation dans notre projet de se dire, parce qu'on n'est pas une maison médicalisée, donc on n'a pas vocation à remplacer l'EHPAD. Et donc on s'était toujours posé la question de se dire si un jour la personne n'a plus la capacité de rester chez elle, qu'est-ce qu'on fait? Et on ne se voyait pas renvoyer la personne en lui disant bah, maintenant vous ne pouvez plus rester ici, il faut trouver un autre lieu. Et la chance qu'on a eue en trouvant cette maison, c'est qu'on se trouve à 150 mètres à vol d'oiseau de l'EHPAD Saint-Joseph-des-Champs, où Thérèse, effectivement, maintenant il va tous les jours, il est bénévole. Et ça, je reste aussi convaincu qu'aujourd'hui on a besoin et quel que soit l'âge, d'ouvrir ces institutions vers l'extérieur et nous de l'extérieur d'y aller aussi pour se rendre compte de ce qui s'y vit. Et on a la chance de vivre à côté d'un EHPAD extraordinaire où il y a une ambiance incroyable et qui pour nous est hyper rassurant comme pour nos colocs parce que si un jour l'un d'entre eux a besoin d'aller en EHPAD, on sait qu'il pourra avoir une place prioritaire sur Saint-Joseph-des-Champs et donc tout en restant à proximité de son chez lui. Et donc de ce fait, en restant aussi à proximité de nous, en restant à proximité des colocs, et en même temps y aller en ayant tissé des liens en amont avec le personnel, avec les résidents, et que cette maison devienne un peu comme une deuxième maison, même si les colocs n'iront peut-être jamais, ça reste un lieu ressource. Et inversement, on a aussi les résidents de l'EHPAD qui viennent régulièrement se promener à la maison. Donc il y a ces liens naturels qui se tissent et qui font que finalement, ça crée un ensemble de vie, de hameaux, de recréer cette dynamique qu'on a pu connaître il y a quelques décennies, où tout le monde se connaissait dans le hameau et on savait qu'on était là les uns pour les autres. Tout à l'heure, j'ai essayé de vous emmener sur le quotidien. On va y revenir. Quel est-il? Parce que il faut faire des courses, il faut faire manger, il faut faire du ménage. Est-ce que ces missions sont réparties avec les colocs? Est-ce que c'est vous qui vous en chargez, Claire-Emmanuelle et Antoine? J'aimais bien Antoine dans les tâches ménagères aussi. Mais je vais vous donner la parole à vous, Claire-Emmanuelle. Oui, en fait, effectivement, toute la vie quotidienne est partagée et prise en charge par chacun. Pour le fonctionnement de la journée, chacun prend son petit déjeuner à son rythme, au moment qui lui convient, Dans la cuisine commune. dans la cuisine commune. Donc oui, c'est ça. Comme on fonctionne comme une colocation, on a une grande cuisine commune, une salle à manger commune, un salon commun, et après, chacun a sa chambre avec sa salle de bain. Et nous, en famille, on a pareil nos chambres et une salle de bain. Et donc le petit déjeuner à la cuisine au bon moment pour chacun. On prépare le déjeuner à midi ensemble, ceux qui sont dans la maisonnée, et on le partage ensemble. En revanche, si quelqu'un a un rendez-vous ou ne peut pas parce qu'il est invité, aucun problème. Mais donc ceux qui sont là en général partagent le déjeuner. Et puis pour le dîner, c'est aussi chacun son rythme. Nous, on a un petit temps en famille en général. Et puis les colocs peuvent prendre leur dîner qu'ils cuisinent au moment qui leur convient. Et puis quand par hasard on se trouve à cuisiner en même temps, on partage la tablée ensemble. Voilà, c'est un peu plus flou sur le soir. Un peu plus souple. Un peu plus souple, ouais, c'est ça. Ça, c'est pour un fonctionnement quotidien. Et puis pour la répartition des tâches, donc pour la cuisine, voilà, j'en ai parlé. Les courses, c'est moi qui m'en charge de façon habituelle, mais il peut arriver qu'on manque de pain ou de pommes, et dans ces cas-là, Thérèse s'en charge volontiers. Pour le ménage, une personne vient aider chaque semaine, chaque coloc, pendant quelques heures pour faire le ménage dans sa chambre et un peu dans les parties communes, pour que la charge du ménage soit répartie et ne pèse pas trop. Et ça, c'est vrai que ça fait partie des aspects qu'on demande à chaque colocataire quand ils arrivent, c'est de prendre un minimum de 3 heures avec une auxiliaire de vie pour au début l'aider à faire avec elle et aussi pour sécuriser l'avenir en se disant que potentiellement un jour tel ou tel coloc ne pourra plus par exemple faire son ménage ou aider à faire la cuisine, etc. Et donc qu'elle puisse avoir quelqu'un de confiance qui connaisse déjà la coloc, qui la connaisse aussi et qui puisse prendre davantage d'heures avec elle pour faire à sa place le jour où il y aura besoin. Encore une fois, dans l'idée de sécuriser la présence de la personne chez elle le plus longtemps possible. On voit qu'effectivement, ce projet est bien anticipé et que tout est assez bien bordé. Et sur les questions financières, parce que souvent qui dit coloc dit loyer, est-ce que c'est le cas? Oui, ouais. Donc il y a, pour donner quelques chiffres, donc on a un loyer à 850 euros, plus les charges à 350 euros. Et ensuite, tout ce qui est frais de nourriture, on partage au prorata de ce qu'on consomme et c'est grosso modo 250 euros par mois. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que c'est des loyers qui peuvent paraître élevés, même si le cadre mérite
mérite un tel loyer, mais en même temps, voilà, nous l'idée c'est petit à petit de chercher des solutions de soutien extérieur, de collectivités ou autres, pour voir comment est-ce qu'on peut éventuellement diminuer ces charges-là. Oui, parce que les aides dont pourrait bénéficier par exemple Thérèse si elle était dans sa maison, les aides financières octroyées notamment par le département par exemple, pourraient, si elle était éligible à ces aides, pourraient s'appliquer Ça pourra s'appliquer effectivement à chaque personne, puisque chaque personne est vraiment, c'est sa résidence principale. Donc là, ce sera propre à la personne, mais c'est fonction des dépendances. Or, une personne autonome, effectivement, n'a pas le droit à ces aides-là. Et donc l'idée, c'est, on a typiquement une bonne amie qui est en logement social, qui se pose la question de venir ici. On sait qu'elle n'en a pas les moyens aujourd'hui, voir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions pour permettre aussi à des personnes comme elle de participer à cette vie. Pour l'instant, ça fait. Alors, vous avez une précédente colocataire avant Thérèse. Donc, ça fait combien de temps en fait que ce projet est vraiment mis en œuvre? Ça fait 2 ans maintenant. Et effectivement, on a beaucoup de passages ici, beaucoup de personnes qui viennent voir, beaucoup de personnes qui se posent la question de venir, qui ont besoin de temps pour discerner. Encore une fois, comme on disait tout à l'heure, c'est pas des choix de vie évidents. Et des personnes qui vont et qui viennent, en sachant que là, encore une fois, on a 3 places, on a une deuxième qui arrive très prochainement, et donc il reste potentiellement encore une chambre disponible, et les beaux-parents qui s'installeront dans l'année dans la dépendance. Et moi, j'aimerais rajouter que pour les auditeurs qui se poseraient la question, c'est pas la peine d'attendre d'avoir 80 ans ou plus pour se dire tiens, peut-être que ce projet est fait pour moi. Je pense que, comme on a essayé de le dire, c'est vraiment une vie quotidienne partagée et on peut avoir 70 ans ou être tout jeune retraité et se dire c'est dans cette ambiance que j'ai envie de vivre au quotidien et ça durera peut-être 20, 30 ans et j'y serai bien. Bon, ben voilà, c'est un bel appel, hein. J'avais vu aussi que vous projetiez, peut-être dans un avenir un petit peu plus lointain, d'accueillir aussi des étudiants. Est-ce que c'est toujours un petit peu d'actualité, tout en se disant que ça sera dans un futur un petit peu plus ou moins proche? Oui, alors ça c'est lié au fait que à terme, en famille, on emménagera dans les dépendances qui sont juste en face de la maison, à même pas 50 mètres. Et donc quand on quittera la grande maison où on travaille tous les jours, donc on y a nos bureaux et on continuera d'y être tous les jours, on va libérer 2 petites chambres au 2e étage où sont nos garçons. Et on s'était toujours dit, et ça on le partagera avec les colocs quand tout le monde sera présent. Nous, on croit beaucoup à ce lien intergénérationnel, à ce lien tout simple finalement qui se tisse. Et c'est pas tant le fait que ce soit intergénérationnel, c'est on tisse des liens les uns avec les autres, et quelle que soit notre situation de vie, finalement, on a à s'apporter les uns les autres à partir du moment où on va se rendre compte que l'autre peut m'aider à faire certaines choses que moi je ne suis plus en capacité de faire, et dans les deux sens d'ailleurs. Et donc de ce fait, quand on libérera, nous, les 2 petites chambres à l'étage, on s'était toujours dit qu'on y mettrait bien 2 étudiants pour poursuivre ce lien, parce que nos enfants aussi ont vocation un jour ou l'autre à s'envoler du nid. Et donc de ce fait, ça permettrait d'avoir une présence jeune, avec eux auront leur propre kitchenette au 2e étage, pour ne pas non plus, parce qu'on sait que des étudiants ont une vie parfois un peu plus bruyante que des personnes âgées. Et donc ça leur Et avec permettra... des horaires un petit peu moins stricts. Exactement, donc ils auront leur lieu avec leur rythme de vie, et en même temps ça permettra aux uns et aux autres de pouvoir s'inviter. On sait que des étudiants peuvent se retrouver très seuls quand ils sont loin de chez eux, et donc pourquoi pas pouvoir participer de temps en temps à un repas du midi, pouvoir partager des choses, pouvoir rendre des services à une coloc qui aurait besoin pour démarrer un ordinateur ou autre. Effectivement, c'est vraiment un échange de services, hein. Et comme le disait Thérèse tout à l'heure, elle a encore à donner. Et j'ai une dernière question existentielle, hein. Le jardin, qui s'en occupe? Parce qu'il y a de l'espace, beaucoup, beaucoup d'espace. Il y a des animaux. Alors, je crois par exemple, Thérèse, que vous allez ramasser les œufs. Oui, C'est j'ouvre votre aux mission? poules. Je lâche les poules, enfin du poulailler, le matin en allant à la messe. Et ensuite, le soir, je retourne soigner les poules. Je crois que vous avez bouturé les rosiers aussi. Oui, oui, oui. Voilà, on va voir ce que ça donne. Rapporté de chez moi, évidemment, parce que j'aime beaucoup les roses. Et donc, ça veut dire le jardin, vous pouvez en bénéficier en vous promenant, en étant comme là tout de suite au soleil, mais
J'aimerais faire plus. C'est ce que vous disiez, c'est en fonction de chacun et des disponibilités du moment de chacun. J'essaie d'entretenir la terrasse qui est devant chez moi. Antoine, vous vouliez compléter? Oui, ça, je crois que ça rejoint vraiment le cœur du projet, c'est-à-dire que chacun apporte en fonction de ses talents et de ses envies. Et typiquement, le jardin, moi j'aime beaucoup ça. Claire Emmanuel, plus la partie potager, fleurs. Et finalement, chacun mettant la main à la pâte là où il s'épanouit, là où il est bien. On se rend compte que tout mis bout à bout, ça permet de faire vivre la maison. Avec le soutien aussi de nombreux bénévoles qui viennent nous aider régulièrement, qui sont des amis d'ailleurs, plus que des bénévoles, et qui viennent donner un coup de main de temps en temps pour le jardin, pour la maison. On a pu installer les rideaux de la maison grâce à plusieurs amis qui sont venus nous aider. C'est une maison qui vit avec ce que chacun peut lui apporter. Et ça me fait penser aussi au fait que pour nous, c'est depuis le début un projet qui nous dépasse complètement. On ne se sent pas propriétaire de ce projet. On se sent intendant de ce projet, bien évidemment, et on le prend à cœur et avec toute la responsabilité que ça nécessite. Mais on est heureux de voir que c'est un projet qui vit aussi grâce à la présence de chacun. Et c'est important aussi de donner à chacun la possibilité de donner et de montrer qu'il a encore, comme par exemple Thérèse, des choses à donner, du concret à mettre en œuvre au service des autres. Parce qu'effectivement, c'est un petit peu ça. Souvent, on dit, passer un certain âge, bon, vous ne servez plus à grand-chose. C'est vrai qu'on pense forcément au projet de loi sur la fin de vie, où on envoie des messages pas toujours très valorisants. Et effectivement, là, ça permet de dire, si vous avez encore du prix et vous pouvez encore rendre service à la famille et au-delà à la société. C'est vraiment ce message-là qu'il faudrait peut-être retenir. Bien sûr, et cette simple notion d'être présent finalement les uns aux autres. Donc on a pu toucher du doigt quand on est parti en coopération humanitaire et qu'on vit de nouveau ici, c'est-à-dire savoir être présent à l'autre, savoir l'écouter, savoir comprendre quand il y a des coups de mou, et ça vaut pour nous tous et pour nous aussi. Et dans ces cas-là, savoir juste poser des jalons, savoir juste être présent, savoir juste être une oreille attentive, et puis savoir aussi donner un coup de main, trouver les bonnes solutions pour aider l'autre à ce que ça aille mieux. Et ça, je pense que nous, on n'est vraiment qu'une petite goutte d'eau dans ce qui existe aujourd'hui comme différentes solutions. Mais moi, je crois beaucoup au fait que c'est justement en agissant chacun à sa place, que ce soit sur son palier d'appartement avec son voisin, que ce soit dans la rue avec une personne qui est dans le besoin ou autre, faire ces petites attentions, ces petits actes de présence qui montrent que pour une personne qui souffrirait beaucoup d'isolement, de voir qu'elle n'est pas toute seule, malgré tout. Il n'y a rien de plus à ajouter, si quand même, si jamais encore d'autres auditeurs se disent c'est là où je veux aller, donc il y a un petit peu une période d'essai, est-ce qu'il y a des critères d'admission? Alors à part l'autonomie, où il faut effectivement être un peu autonome, vous l'avez expliqué Antoine. Oui, ça pour nous c'est important de demander aux personnes d'être autonomes quand elles arrivent, même si il y a tout cet environnement médico-social qui sécurise leur présence. Mais ça, c'est un premier point. Et ensuite, on propose aux personnes qui sont intéressées de venir passer quelques jours ou quelques semaines en test pour venir voir justement. Ça nous permet à nous aussi de voir si le lien passe bien avec la personne. Et si la personne, comme nous, validons cette période de test, ensuite, c'est l'installation avec tout ce qui va derrière. Donc là aussi, on peut être force de soutien quand s'il n'y a pas forcément de famille ou de proches pour la personne, pour l'aider à trouver les bonnes solutions pour que cette transition se passe de la façon la plus sereine possible. Donc maintenant, il y a une chose à rajouter, c'est que ici nous sommes donc chez Claire Emmanuel et Antoine Soubrier à la Grande Roche à Entrammes, et qu'on peut vous passer un petit coup de fil pour avoir d'autres renseignements. Oui, c'est le plus simple, je pense. Ouais. Donc je peux donner le numéro de téléphone, c'est le 07 86 61 42 11. 07 86 61 42 11, ou bien sur le site internet qu'on est en train de construire, lagranderoche53.fr. Thérèse, merci beaucoup. Merci beaucoup Isabelle pour cette interview. Eh bien, merci beaucoup de votre témoignage et puis de votre sourire qui est radieux, que nos auditeurs ne voient pas, mais on voit effectivement que vous êtes très bien et vous avez eu l'occasion de l'exprimer largement. Et merci beaucoup alors François qui est reparti, et puis merci donc à vous Claire Emmanuel et Antoine de votre accueil et de toutes vos explications sur ce beau projet que vous avez mené de façon familiale. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.